Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter 3 femmes qui sont à la tête d'une maison d'édition qui existe depuis 20 ans. Alors, Lise Demers, aux éditions Sémaphore, Marie-Madeleine Raoult, aux éditions de La Pleine Lune, et Mélissa Labonté, aux éditions du Norrois. Bonjour. Bonjour à toutes les 3. Je vais peut-être vous demander, dans un premier temps, de nous parler de votre maison d'édition. Quels sont les points importants de votre maison d'édition, vos choix éditoriaux? Comment est-ce que vous avez bâti votre catalogue? Alors, on va commencer par Lise. Il va falloir répéter. Oui. On n'entend pas très bien quand tu parles dans le micro. Oui. Il y a de l'écho, c'est ça. Donc, ce que je demande finalement, c'est que chacune d'entre vous, vous nous parliez de vos choix éditoriaux. Comment est-ce que vous choisissez, comment est-ce que vous bâtissez votre maison d'édition? Voilà. Alors, comment je choisis mes textes? Oui, sur les 20 ans, disons. Comment tu as bâti ton catalogue? Ce que j'aime. Je publie seulement ce que j'aime. Ensuite de ça, les livres, il ne faut pas qu'ils nous fassent la morale. Il ne faut pas qu'ils nous donnent de leçons non plus. Il faut que ce soit des œuvres littéraires. L'œuvre littéraire peut prendre toutes sortes de chemins. Ça peut être des romans, ça peut être des nouvelles, ça peut être des essais, ça peut être de la poésie. Et puis, notre mission, si vous voulez, un peu éditoriale, c'est des textes qui vont avoir une consonance sociale, politique, éthique ou philosophique. Alors ça, c'est vraiment nos critères de base. Ensuite de ça, je privilégie aussi beaucoup l'imagination. Moi, juste écrire, je dirais presque selon juste notre nombril, ça ne m'intéresse pas. Ce qu'il faut, c'est réussir à faire une œuvre qui va beaucoup plus loin, qui va faire appel aussi à l'imagination, à nous sortir de notre quotidien, même si en nous sortant de ce quotidien, on nous met le visage dans une situation plutôt décourageante, si vous voulez. Mais il y a toujours de l'espoir, dans le fond. Grosso modo, c'est ça. On lit les manuscrits à l'aveugle. Bon, maintenant, on a de plus en plus d'écrivains maison, donc c'est difficile de dire celui-là, il va être lu à l'aveugle. Mais tous les nouveaux, on ne sait pas ce qu'ils sont. Je ne veux pas avoir de CV, rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre, c'est ce que je lis. Je pense que là, j'ai tout dit, là. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà tout un programme. C'est déjà pas mal, voilà. Alors, à toi, Marie-Madeleine? C'est toujours difficile de répondre à une question comme ça. Je pense, je dis toujours que je publie des livres que je peux défendre. Donc, un livre que je ne peux pas défendre, je ne le publierai pas. Et il y a à la fois le sujet, la forme, la langue, et dans les romans, par exemple, qu'on sent aussi la singularité de chacun. Oui, c'est des coups de cœur. Et toi qui as été éditrice aussi, je pense que tu vois un peu, c'est difficile de dire, bon, c'est tel ingrédient. C'est, je crois, un peu qu'on se dit, oui, on a le goût de démarrer l'aventure avec cet auteur-là, avec ce manuscrit-là. Et alors, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Oui, c'est vrai. Le travail avec l'écrivain, l'écrivaine. La Pleine Lune, nous, on a je dirais, on est en fait la première maison littéraire de femmes au Québec, fondée en 75. Donc, il y a aussi ce côté-là de l'écriture des femmes
que même si on accepte aussi des romans masculins d'hommes depuis 92, comme la société a bougé quand même, mais on a cette sensibilité-là, à la fois l'écriture des femmes. On croit vraiment qu'il y a un rapport entre l'écriture, l'expérience aussi du corps, du fait d'être femme. Leur donner une voix. Oui. Alors qu'à cette époque-là, quand elle n'en avait pas beaucoup. Oui. C'est ça, si on replace en 75, maintenant, il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes dans l'édition, des jeunes et tout ça. C'est un gros dynamisme, des nouvelles maisons d'édition aussi. Mais en 75, quand la maison a été fondée, c'était vraiment, les femmes étaient ou secrétaires ou seulement attachées de presse. Et maintenant, on voit qu'il y a quand même un changement et dont on est très fiers. Oui. Mélissa, la petite jeune, là. Je représente la jeunesse. Oui. Mais on parlait de nos cheveux blancs et j'en ai aussi. Donc, mais si je me trompe pas, vous deux, vous êtes les fondatrices de vos maisons respectives. Presque, oui. Moi, je le suis, oui. Oui. Mais si je le suis, c'est parce qu'il y a eu aussi d'autres femmes avant. Il y a eu Marie-Madeleine, ça fait 50 ans. Il y a des années, il y avait aussi Anne-Marie Alonso. Ouais. Bon, ça, c'était parmi... Puis il y a eu Remy Menage. C'était parmi les premières femmes à le faire. Donc moi, j'ai presque hérité pas de leur savoir, parce que j'ai pas travaillé avec elles, mais de tout leur travail de pionnière. Comme toi, d'une certaine façon, tu hérites aussi du chemin qu'on a parcouru. Et là, c'est à toi de continuer. Oui, mais justement, j'allais dire que pour moi, c'est un peu différent parce que je suis dans l'héritage, justement, dans la transmission aussi, parce que j'ai pas fondé le Norrois. Le Norrois a quand même 52 ans, donc une maison d'édition, une doyenne là, dans l'édition de poésie au Québec. Donc, ça fait seulement 2 ans que je suis maintenant co-directrice. On est dans une co-direction au Norrois avec Charlotte Franqueur. Et donc, pour moi, c'est un défi complètement différent. C'est d'hériter d'un catalogue de plus de 1000 titres, des poètes incontournables, Denise Desautels, Louise Dupré et j'en passe. Donc, moi, ça a été complètement un autre défi, c'est-à-dire c'était de poursuivre une vision éditoriale qui était bien établie et d'y ajouter une touche personnelle, mais aussi de rafraîchir un peu l'image de la maison et d'accueillir des nouvelles voix. Donc, moi, pour la sélection des titres, c'est aussi poursuivre la carrière des poètes qui sont déjà au Norrois, mais aussi laisser la place à de la jeunesse, comme on dit, mais aussi des nouvelles voix. Et oui, donc c'est un peu différent aussi. Et donc, pour la sélection des textes, effectivement, comme je le disais, c'est autant poursuivre que de renouveler. Et c'est avec cette perspective-là que je continue le travail qui a été fait aussi avant moi. Donc, je suis un peu, c'est ça. Je suis dans la transmission, moi, de mon côté. Oui, on comprend ça. Qu'est-ce qui a le plus changé durant toutes les années où vous avez été à la barre de la maison d'édition? Est-ce qu'il y a des textes, des sujets abordés qui sont différents? Est-ce qu'il y a des textes publiés dans les années passées que vous hésteriez à aborder ou à publier maintenant? Est-ce que vous trouvez que l'édition a changé, dans les thématiques surtout? Bon. Quelle question? Peut-être que je vais répondre à côté, mais bon, je vais répondre. En tant qu'éditrice, avec les textes qu'on a, une des choses pour nous est importante, c'est d'essayer de trouver des textes, pas d'essayer de trouver, mais de travailler avec des auteurs de façon à ce qu'ils développent une œuvre. Moi, je fais une grande différence entre un écrivain et un auteur, hélas. Bon, il y a beaucoup d'auteurs. Laquelle? Qu'est-ce que tu fais comme différence?
Écoutez, il y a toujours la qualité de la langue, il y a le style, il y a la cadence, le rythme, etc. Le propos, chez Sémaphore, si le sujet est un sujet qui est d'actualité ou qui est traité à plusieurs endroits, disons, de ce temps-ci, on parle beaucoup de l'inceste, de la maltraitance, etc. Nous, on a des livres qui parlent de ça, mais ce sont des œuvres, littéraires. C'est pas juste des grands cris de dénonciation. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des cris de dénonciation, mais on essaie de publier des gens qui ont une voix nouvelle, qui ont quelque chose d'autre à apporter que ce qu'on peut lire peut-être dans les journaux, mais bon, ou ailleurs, d'essayer de donner une vision haute, d'élargir, je dirais presque l'angle mort des sujets. Alors ça, ici, pour nous, c'est important. Le travail avec l'écrivain, je veux dire, j'ai une équipe, j'ai une directrice littéraire qui a une grande rigueur et en même temps le respect de tous les auteurs avec qui elle travaille. Elle est très forte. Est-ce que ça a changé? En termes généraux, c'est un peu comme en peinture. Je veux dire, on ne refait pas l'histoire de l'art, mais on peut apporter une nouvelle pierre à l'édifice qui s'appelle l'histoire de l'art ou l'histoire de la littérature. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que tous les sujets, que ce soit l'amour, la jalousie, la haine, tout a été traité en littérature. On n'est pas né d'hier. Mais une façon d'essayer de le voir avec notre sensibilité contemporaine, là, c'est un défi. Oui. Moi, je dirais, ce qui a changé, entre autres, peut-être, on a des collections aussi maintenant au niveau de l'essai qu'on a ajouté. Alors, toutes les problématiques de société, par exemple aussi la lutte des femmes, le droit à l'avortement, la pollution, au niveau le racisme. Donc, on est aussi ouverte à ce qui se passe dans la société. Et je dirais, au niveau aussi de l'écriture, c'est toujours comme d'être à l'écoute aussi des nouvelles voix, parce que comme le dit Mélissa, c'est ça aussi qui est que ce soit intergénérationnel. Moi, j'ai des auteurs qui ont 70 ans, j'en ai d'autres qui ont 25 ans, et je trouve que ça forme. Il y a un dynamisme là, il y a quelque chose de partage, à la fois de transmission, mais de continuer de partager. Une interaction. Et là, je trouve que Mélissa, le poste que tu occupes maintenant, à la fois de préserver puis de continuer les auteurs qui établis et d'être ouverture, de donner ta marque aussi à ta maison. Je trouve que je suis très, admirative. Là, ça me fait très chaud au cœur. Parce qu'effectivement, c'est justement la question, est-ce que j'ai vu des grands changements? Effectivement, ça fait quand même une dizaine d'années que je suis dans le milieu de l'édition quand même. Mais effectivement, ce que j'aime avec le Norois, c'est aussi de pouvoir retourner voir l'histoire de la maison à ses débuts et d'y amener un nouveau souffle. Donc, c'est pas un changement complet, mais c'est un peu réactualiser ce que la maison a toujours été, c'est-à-dire l'importance de la voix des femmes, ça a toujours été au cœur du Norois. Je dois rappeler que le Norois a été fondé par Céline Fortin et René Bonenfant. Et il y avait toujours cette idée aussi, dès le départ, de marier la poésie avec les arts visuels. Et c'était déjà là dans les années 70. Et là, maintenant, en 2023, on continue cette même vision, mais avec justement, c'est les livres qui font que la maison évolue, change. C'est les auteurs, les autrices qui font leur maison aussi en même temps. Et
Donc, du côté des thématiques, effectivement, en poésie, on est toujours à l'écoute un peu des coulisses du monde, de l'actualité. On est tout le temps un peu, justement, tu parlais de l'angle mort aussi, justement, ce qu'on n'aborde peut-être pas. Et je crois que c'est le rôle de la poésie aussi, c'est d'être dans cet angle mort-là. Et justement, bref, c'est les textes qui font évoluer la maison. Donc, je ne vois pas de changement drastique, sinon qu'une continuité, mais toujours avec un désir de bousculer et de faire avancer notre art, finalement. Oui. Peut-être que je pourrais ajouter aussi, parmi les changements, c'est qu'il y a de plus en plus de textes hybrides. Avant, c'était facile, il y a un roman, dans des nouvelles, il y a polar, point final. Maintenant, vous pouvez avoir un texte, il va y avoir, à l'intérieur de votre polar, il peut y avoir des bouts de poésie, parce que le tueur, l'inspecteur, peu importe, mais lui, il est poète à 16 heures. Bon, ce que je veux dire, c'est que, et pour les libraires, ça devient compliqué. Ils le placent dans quoi? Oui. C'est quoi ce livre-là? Il y a toutes ces nouvelles voix, et elles sont plutôt jeunes, qui œuvrent dans différents... qui vont piger et réussir à faire une œuvre harmonieuse, mais à l'intérieur de différents genres. Ça, il y a cette multiplication de plus en plus. Alors qu'avant, il y avait, j'avais un roman illustré, pas un roman, excusez-moi, un texte avec une illustration, ou un texte de poésie avec une illustration. Maintenant, ça s'est compliqué ou complexifié. Ça, c'est aussi des changements que je vois avec les années. Mais vive l'hybridité, vraiment. Vive l'hybridité. Non, c'est vrai que je le remarque aussi, c'est cette idée de marier les genres, de justement, on enlève les catégories, mais effectivement, on est pris aussi dans des structures comme même les prix littéraires et les tablettes en librairie. On est toujours pris dans des catégories. Mais en même temps, c'est notre rôle aussi de bousculer ces catégories-là. Puis quand je parlais aussi de retourner, dans les années 70, il y avait de l'hybridité aussi pas mal. Là. En tout cas, nous, on a amené des petites pépites là, sur notre stand, là, des livres que c'était des romans photos avec poésie. Il y avait de l'exploration aussi de ce côté-là. Puis c'est chouette d'y penser, de retourner aussi, de voir que, justement... c'est pas nécessairement de la grande nouveauté, ce qui se fait aujourd'hui, mais c'est comme toujours d'aller un petit peu plus en avant et de reprendre ce qu'on a comme héritage aussi. C'est ça. La littérature, il faut qu'elle reste rebelle et qu'elle cherche continuellement, d'abord, qu'elle soit libre et rebelle. Et je pense que c'est comme ça qu'elle peut nourrir une œuvre littéraire. Je dirais que c'est une des caractéristiques importantes. Dans mes dernières lectures, j'ai ressenti beaucoup de détresse, je dirais pas de la colère, mais de mal-être chez les auteurs québécois que j'ai lus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de la place pour les livres légers, pour l'humour? Est-ce que les livres doivent être absolument le reflet de notre époque troublée? Et qu'est-ce que vous en pensez? Tu parlais de colère? Oui, de colère, de mal-être, de détresse aussi. Il y a beaucoup de livres qui sont des règlements de compte d'une certaine façon. Je dirais que je n'ai pas perçu ça vraiment. Je pense que entre autres, c'est plutôt une affirmation que je vois, pas tant de colère, mais comme une affirmation. Mais c'est très spécial, toutes les questions d'identité. Hein. C'est ça. On en revient à ça, le fait d'être femme, d'être ici, de Montréal, des provinces, disons, ça teinte l'écriture, le territoire d'où l'on vient, mais je parlerai plutôt justement d'une affirmation ou d'une recherche pour trouver plus avancé quels sont les fondements ou quelles sont les racines qui font que, dans le fond, on peut avoir plusieurs, c'est-à-dire une identité souple, ouverte,
mais enracinée. Ça fait que c'est pas tant la colère que l'affirmation, je dirais. Je sais pas si vous... Mais c'est vrai que le mal-être, la colère, ça a toujours fait partie de la littérature, à mon sens. Je veux dire, on lit des poèmes de Baudelaire, on n'est pas comme Youhou la vie, là. Dans le sens où ça a toujours fait partie d'une motivation à écrire, à chercher, mais effectivement, comme tu le nommes, Marie-Madeleine, ce que je trouve intéressant de cette idée d'identité souple, c'est justement que maintenant, oui, il y a une colère, un mal-être, mais il y a un désir de renouveler les formes, de toujours chercher une alternative à ce mal-être-là. Donc, moi, je vois pas une complaisance là-dedans du tout. Je vois une recherche de changement, une recherche de, justement, trouver des nouvelles possibilités de liens. En tout cas, en poésie, en ce moment, ce que je remarque, c'est beaucoup le rapport à l'amitié. L'amitié est devenue au centre d'une volonté de renouveler le lien entre les gens. Et ça, je trouve ça super rafraîchissant et lumineux. Et oui, au contraire, je vois beaucoup de nouvelles formes qui font du bien, en fait. L'autre, dans le fond, le rapport à l'autre. Oui, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de détresse, parce que justement, toutes ces questions identitaires déstabilisent les gens qui n'ont peut-être pas des racines si profondes. Et là, il y a la détresse. Elle peut déboucher sur la violence, elle peut déboucher sur la haine. C'est terrible. C'est terrible aussi quand on parle que des livres vont être mis à l'index ou vont être interdits parce que il y a des phrases ou d'un héros qui ne sied pas à la lecture contemporaine. Moi, je trouve ça désastreux. Bon, Mélissa parle des livres d'il y a 50 ans. Elle peut parler aussi de ces auteurs d'il y a 50 ans, qui sont encore lus, qui ont encore, même s'ils ont publié il y a 50 ans, quelque chose à apporter, qui sont encore d'actualité. On ne peut pas juste remettre comme ça du revers de la main puis dire, bon, ben, c'est pas bon, maintenant il n'y a que la modernité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais la détresse, oui, on la voit. Il y a quelques jours, on l'a même entendu dans les rues de Montréal. L'écrivain, quel qu'il soit, de quelque milieu qu'il vienne, fait quand même partie d'un bagage. Son bagage culturel, son bagage économique, son bagage, est-ce qu'il est scolarisé, pas scolarisé. Moi, j'avais un poète dont j'ai plus de nouvelles, possiblement qu'il n'a pas passé à travers la pandémie. Il a écrit 3 petits recueils. Trash, trash, trash. Mais c'était un clochard. Comment pouvez-vous retrouver un clochard maintenant qui n'a pas passé à travers la pandémie? Mais ce qu'il disait, c'est probablement tout ce que tous les jeunes vivent encore. Il n'était pas si jeune que ça, mais il y avait peut-être dans la quarantaine. Tout ça pour dire que, oui, il y a de la détresse. Oui, on en lit des textes de détresse. Oui, on en publie. Et en même temps, c'est des appels d'espoir. Ils l'expriment, ils le disent. Pas obligés de le dire avec beaucoup de violence, mais ils le disent parce qu'ils veulent être entendus, ils veulent que les choses changent et ils espèrent un peu la lumière, du soleil, un peu de chaleur. Un mouvement comme le MeToo, par exemple, ça a quand même délié beaucoup les langues et les styles aussi d'écriture, parce que avant MeToo, il y avait des choses qu'on n'osait pas dire, que même parler d'homosexualité, c'était caché, c'était tabou. Maintenant, les choses sont quand même beaucoup plus nettes. On a pas on a moins de contraintes pour le dire et pour l'écrire. Êtes-vous d'accord avec ça? Non. Oui, c'est un mouvement très, très important qui a libéré la parole et aussi, c'est un gros problème de société, à la fois l'inceste, le harcèlement, tout ça. Et je pense que c'est quand même
important aussi, ça se voit aussi dans l'écriture, peut-être l'écriture, les personnes osent plus peut-être nommer ces souffrances-là, et puis aussi les dépasser dans le fond. Je dirais que oui, c'est assez important, ça, pour la société. Oui. Oui, mouvement très important, autant dans le fond, dans les textes qu'on reçoit. Et comme je le disais, Noroa a toujours été dans l'importance de mettre de l'avant la voix des femmes. Et je crois que cette libération de la parole, on la ressent et elle est très, très importante. Et je crois aussi, parce qu'on parle beaucoup de nos textes, mais je pourrais parler aussi de notre milieu. Parce que c'est ça, je disais que ça fait une dizaine d'années que je suis dans le milieu de l'édition et j'ai quand même vu un changement assez comme drastique depuis le mouvement MeToo dans les relations aussi professionnelles et dans... je veux dire, on est ici 4 femmes en édition. Je sais pas, vous deux à votre époque, comment c'était les salons, par exemple. Oh, mon Dieu. Je veux dire, j'ai entendu des histoires quand même d'horreur, là. Oui. Et je pense que ça fait du bien. Il faut remercier toutes ces voix qui se sont libérées parce que, justement, je pense qu'on travaille vers un milieu vraiment plus sain et qui donne la place à des femmes, justement, à venir occuper des rôles plus importants dans la chaîne du livre, si on veut. Mais je crois que vous savez que, je veux dire, le milieu était un peu plus hostile pour les femmes, il me semble. Oui, parce que non? si on se reporte justement comme ça dans les années 75-80, souvent je me retrouvais dans des réunions, que ce soit dans l'association des éditeurs ou tout ça, comme on était 3-4 femmes, puis encore, c'était ou bien ce qui fait qu'on n'était jamais vraiment dans comment dire, la complicité. Comme le Boys Club, comme on n'était pas dans le groupe. Maintenant, je pense que ça a changé. Il y a aussi des solidarités entre femmes dans les maisons d'édition. En tous les cas, je pense que je dirais pas qu'on est des women's club là, mais disons qu'on est des collaboratrices, mais on n'est pas des ennemis. C'est ça. On a un autre rapport, je pense. C'est ça, on a un rapport, beaucoup, comme tu dis, beaucoup plus de complices entre je regarde ta maison Sémaphore, ou bien le Noroa, toi aussi, depuis que ça fait quand même plusieurs années que tu es aussi dans le monde de l'édition. Et d'autres maisons aussi, je pense au Cheval Doux. Il y a une complicité aussi, et ça, je pense que ça nous donne une certaine force. Oui, tout à fait. Ça vient ajouter, dans le fond, à notre... l'image que l'autre nous rend n'est plus une image de petite femme... Oui. Ouais, de rôle mineur, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et je pense que on a pris notre place. Toutes les femmes, quelle que soit leur profession ou leur métier, peuvent comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit le regard de l'autre. Je me rappelle, entre autres, à ce moment-là, j'avais une collègue, Rolande Meunier, et quand on allait dans les réunions ou bien les cocktails entre éditeurs, les lancements de livres, tout ça. Des fois, on voyait, on s'était dit dans le regard que les hommes, parce qu'on était des jeunes aussi, donc maintenant ça se fait plus rarement dans mon cas, mais on voyait qu'on se faisait déshabiller littéralement, qu'on voyait et là, nous, ce qu'on s'était dit, qu'on faisait la même chose. On regardait, et avec Rolande, je disais, regarde, on se dit, qu'est-ce qu'il a l'air là, en petite culotte maintenant, tout ça. Et je pense que c'était un jeu, mais je suis certaine que les hommes qui nous regardaient comme ça, ils sentaient
on commençait à les regarder aussi de la même façon. Ça, c'était assez... On s'amusait un peu comme on pouvait. Secret d'édition. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment eu cette expérience-là, Non. mais je suis arrivée bien après vous autres. Je l'ai dit, vous avez ouvert la voie. Non, moi, je me suis distribuée pendant presque 10 ans toute seule. Et puis, à un moment donné, mais ce sont 2 hommes qui m'ont dit, bon, mais Lise, il faudrait, que tu sois distribuée, que tu ailles, ils m'ont fait entrer à 10 médias. Ils m'ont parrainé, si vous voulez. Bon. Et le monde des librairies est tel que dans les grosses chaînes, il y a une acheteuse en chef. Une acheteuse en chef d'une grande chaîne me téléphone et me dit « Ah, mais Madame Demers, on est contente. On voit que vous n'êtes plus une dilettante. » Ça faisait 10 ans que je le faisais. Mais là, le fait d'entrer, c'est toujours la même chose. Entrer dans un système. Et la question aussi qui se pose, et qui va se poser aussi pour elle, pour tout le monde, parce que le système devient de plus en plus contraignant, malgré tout. Comment réussir à fonctionner en conservant notre indépendance, nos valeurs littéraires, nos valeurs sociales, tout en étant dans un système qui est de plus en plus contraint l'édition. On est en train d'essayer de faire une édition nationale, mais je comprends, je veux bien, là, mais il faut qu'elle soit distincte d'une maison à l'autre. Et non pas qu'on réponde toujours aux mêmes critères qui se trouvent être celui des subventionneurs. Eux veulent nous dire, si tu ne casses pas telle case, eh bien voilà, tu n'en as pas de subvention. Ça va donner quoi, ça, en bout de ligne? Oui, ça, c'est vraiment un gros point que tu amènes là, parce que c'est sûr que tout est formaté d'une certaine façon. Quand tu fais une subvention, et Dieu sait qu'on a besoin de ces subventions-là pour survivre, il faut vraiment que tu correspondes à certains critères. Tu n'as pas le choix. Ce que je voulais aborder aussi avec vous, c'est qu'au niveau de l'édition, qu'est-ce qui a le plus changé ? Est-ce que les façons de travailler sont différentes? Et qu'est-ce que le numérique et les différentes versions des livres ont apporté dans votre vie d'éditrice? Je sais que nous, en jeunesse, le numérique, c'est super important. On n'y coupe pas. Il faut vraiment qu'on ait des livres adaptés, qu'on ait des livres pour les malentendants, qu'on ait des livres audio. C'est comme si, moi personnellement, je l'ai vécu comme si je retournais à l'école. Est-ce que vous avez vécu la même chose? Je dirais qu'au niveau littéraire, il y a vraiment un changement au niveau de la production, au niveau technique. Oui, si on compare avec les galets des années 75-80, et maintenant, le numérique, le PDF, c'est beaucoup plus facile de travailler. Et aussi au niveau de la qualité, ça permet, si on corrige une erreur, elle va pas réapparaître, tandis qu'avant, il pouvait avoir une mauvaise correction, puis une autre mauvaise correction. Du temps où on avait les bleus, là, on avait les grandes boîtes avec les bleus, et c'était vraiment une galère terrible. Moi, je me souviens que chez Tisser, par exemple, quand on allait chercher un roman ou une boîte de bleus pour les faire réimprimer, on se bagarrait avec les souris, avec la poussière, parce qu'il fallait aller faire des fouilles archéologiques dans l'entrepôt. Est-ce que vous avez vécu ça aussi? Mais j'ai pas vraiment au niveau, par exemple, des livres audiovisuels et tout ça. On numérise les livres, mais j'ai pas, pour l'instant, en tous les cas, en ce qui concerne mes livres, je dirais que les ventes, entre autres numériques, représentent à peu près maximum 5% des ventes qu'on fait. Donc pour l'instant, ma priorité, c'est de continuer à faire des bons livres, des livres pour lesquels j'ai toujours des coups de cœur. Mais je pense qu'il y a des choses
Je pense aussi que si on parle, par exemple, des techniques, c'est toute la promotion des livres, toutes les réseaux sociaux et tout ça. Je trouve que ça ajoute beaucoup de travail et c'est très difficile aussi de mesurer l'impact. Et on est comme forcé de faire, des infolettres et tout ça pour essayer quand même de rejoindre. Mais c'est un peu à l'aveugle. Je ne sais pas si c'est la même chose pour... Mais j'ai l'impression qu'on parle tellement du livre numérique depuis tellement longtemps. Moi, je veux dire, ça fait moins longtemps que vous, mais j'ai l'impression que le livre numérique va prendre toute la place. Attention. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois je parle entre maisons d'édition, effectivement, le chiffre d'affaires en numérique est assez... Je veux dire, c'est comme un complément, là, mais ça ne remplace pas le livre papier. Mais surtout en poésie et dans la vision du Norois, c'est vraiment l'idée de créer des beaux livres, une attention mise autour du papier, le choix des œuvres à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir une expérience sensible du livre, et ça a toujours été notre vision. C'est excitant d'acheter un livre et de vivre l'expérience en le lisant. Et je pense que c'est presque impossible de remplacer cette sensation d'ouvrir un livre, de le lire. Et c'est là que je crois que oui, le livre numérique, mais je pense qu'il faut penser des pratiques innovantes de comment, justement, explorer le littéraire, mais dans des formes numériques, mais que tu ne sois pas comme, justement, en miroir du livre. Il faut une nouvelle expérience de ce que peut être le numérique et une plus-value. Donc, pour moi, je suis encore dans cette exploration-là. On a créé des vidéos immersives pour justement que ce soit une nouvelle expérience complètement, que ce ne soit pas justement l'imitation en numérique de ce que peut être... Parce que nécessairement, on perd une expérience si on fait un calque du papier au numérique. Donc, moi, c'est mes réflexions du moment. Chez Sémaphore, on fait, oui, des livres numériques, disons, dans notre collection régulière. Bon, toi, ça fait 5%, t'es chanceuse. Mais nous autres, ça fait pas beaucoup. Et puis, et ça ne me dérange pas vraiment. Je suis une femme du 20e siècle, dans le fond. Moi, j'aime bien la copie papier. J'aime bien l'odeur d'un livre neuf qu'on va ouvrir. Il y a une sensualité là-dedans. Bon. Là, je pourrais vous en dire tout un chapitre, mais disons que j'aime l'œuvre papier. Non. Durant la pandémie, il y avait la morosité planétaire et Sémaphore a décidé de monter une maison d'édition. Pas une maison, une collection. Elle s'appelle Sémaphore Mobile. Il n'y a pas un livre, on en a juste 5, là. Bon, mais il n'y a pas un livre qui a le même format parce que, selon le texte, selon ce qui est dit, tel livre pourrait être mis en vente, proposé avec un format différent. Voilà. Aucun de ces livres ne peut être mis en numérique. On a un superbe livre, gros comme ça. Le réduire en format numérique ou faire ça, je veux dire, ça enlèverait, on parle de beaux livres, ça enlèverait la beauté du livre, la beauté de chaque page, la qualité du papier. Ça, en fait, ça enlève, à ma connaissance, ce qui fait l'essence du livre, c'est-à-dire le papier, l'odeur, la calligraphie. Quand vous ouvrez un livre et que vous voyez l'impression, ben, selon le genre de papier que vous avez eu, il peut y avoir des petites bosses. Il y a du vivant, à mon avis, dans l'œuvre papier que j'arrive pas à retrouver dans le numérique. Mais nonobstant cela, on les met en numérique parce que on est à une époque où il faut faire le numérique. Je suis pas très réseaux sociaux, mais mes livres, je veux dire, on en parle sur les réseaux sociaux parce que je suis à l'époque où les réseaux sociaux sont importants. Quand j'ai commencé, je veux dire, qu'est-ce qui est important? C'est les rapports interpersonnels. On se parle, on se téléphone, etc. Là, on fait des textos. Bon, ma fille me texte des petits textes, puis je sais jamais sur quelle affaire elle me l'a envoyé, là. Il faut que je fouille. Bon,
Alors que prendre un téléphone, entendre la voix, à mon avis, c'est aussi vite. Je comprends. Merci, une jeune. Oui. Mais on n'a jamais autant écrit en même temps. Oui. L'écriture est au cœur de nos vies, là, je veux dire, là, avec les textos, etc. On n'a jamais autant écrit. Mais ce que je trouve génial dans les réseaux sociaux en ce moment, c'est, étant donné l'espace critique tellement réduit autour de la littérature, il faut le nommer, là, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'espace médiatique dédié à la littérature. Et je trouve que les réseaux sociaux permettent justement des alternatives. Je veux dire qu'en fait, c'est majoritairement des femmes, là, mais qui partagent leur lecture, qui en font des comptes rendus. Il y a comme quelque chose aussi dans ce réseau-là qui est super intéressant et d'avoir des avis de lecture qui sont partagés, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment génial aussi dans dans club de lecture. Oui. Ouais. Les clubs de lecture, ouais. Ça existe de plus en plus. Mais par exemple, je vais faire le diable. Je vais revenir sur ce que tu disais, par exemple. Moi, acheter un livre où les caractères sont très petits, je ne suis pas capable de les lire. Au bout d'une demi-heure, j'ai les yeux qui pleurent. Donc, les lire sur une tablette et pouvoir déterminer la grosseur du livre, ça fait mon affaire d'une certaine façon. Donc, là, ça place quand même le numérique là-dedans. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de place, mais je dis que moi, je préfère quand même le papier. Voilà, mais effectivement. Et c'est sûr que ça place aussi. Quand les gens partent en voyage, c'est souvent ce qu'on dit, ils peuvent amener une bibliothèque. Mais je pense que ça vient comme un complément, mais ça ne remplacera jamais le livre papier. Non, ça. Eh bien, si, pour revenir sur ta question par exemple, de la publicité sur les différents réseaux sociaux et tout ça qu'on fait, c'est vrai que ça se restreint beaucoup l'espace pour la littérature, dans le fond, si on regarde dans les journaux, les critiques, les revues. Et donc, c'est sûr que c'est un aspect à ne pas négliger, ça, d'essayer de prendre une place ou bien de... Mais c'est presque palliatif à un problème, dans le sens où il y a une réduction quand même assez énorme de l'espace médiatique dédié à la littérature. Je pense que c'est indéniable. Alors, pour terminer, la question qui tue, comme dirait l'autre, et l'intelligence artificielle, comment la voyez-vous? Est-ce que c'est une menace pour la littérature ou une aide? L'intelligence artificielle, est-ce une menace? Oui, une menace. L'intelligence artificielle. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, on a toujours le réflexe de le voir comme une menace. On est au balbutiement, on est au début. Il faut se donner le temps. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour la création. Pourquoi pas? Pour les couvertures, entre autres, on a eu une belle histoire récemment avec une couverture de livre qui a été complètement créée par l'intelligence artificielle. D'une certaine façon, c'est une menace pour les créateurs, les illustrateurs, entre autres. Après ça, c'est un choix éditorial. Pour une maison, moi, ma priorité, c'est de mettre de l'avant des créateurs, des créatrices, des artistes. Après ça, c'est des choix. Et je crois que c'est dans la transparence qu'il va falloir faire attention. Si une maison choisit d'utiliser l'intelligence artificielle, dans les crédits, ça doit être écrit. Je pense que là, c'est là la responsabilité de la transparence. Et après ça, le public fait son choix, qui a envie d'encourager là-dedans. Je pense que c'est mon opinion. Moi, je pense que la machine ne remplacera jamais l'humain, parce que c'est quand même l'humain qui est derrière la machine. Et je pense qu'on verra, mais en même temps, comme tu dis, la transparence, puis c'est dans le fond en littérature, c'est ce que les gens, c'est ce que l'auteur, l'autrice a à dire qui est intéressant. C'est pas ce que la machine va faire. Que ça m'intéresse pas de publier des textes, absolument pas, vraiment pas. Oui, mais dans un autre côté, par exemple, l'intelligence artificielle pourrait remplacer les correcteurs.
C'est une question, là, je ne te dis pas que c'est ça qui va arriver. Non, mais encore là, je pense que ça a des limites parce que, je veux dire, on a déjà il y a certains guides ou bien même des traductions qui se font et c'est des aberrations. Des fois, comme résultat, c'est même assez dangereux. Je pense que non, je pense que parce que faire une correction, il y a détecter d'autres mots. Je pense que c'est beaucoup plus. Le travail de la correction, c'est beaucoup plus fin que juste d'éviter de mettre les S ou les enlever. Ouais. Oui, je suis entièrement d'accord avec Marie-Madeleine. Corriger un texte, c'est pas juste dire il a oublié son S ici ou bien il n'a pas accordé son verbe. Toute la direction littéraire va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et la subtilité de la langue, et surtout de la langue française, et pour le moment, là, je suis pas certaine qu'un correcteur, même d'intelligence artificielle, serait capable de peaufiner. Finalement, c'est ça. Le travail dans l'édition, c'est d'essayer de peaufiner le texte et d'amener l'auteur à aller un petit peu plus loin. Mais je fais une différence quand même entre la direction littéraire et la correction. C'est pas pareil. Hein? Oui, c'est vrai. Mais les deux, pour moi, pour le moment, sont irremplaçables. Je crains pas demain matin l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, c'est qu'on rencontre aussi les auteurs. Alors, si je veux développer avec un auteur, disons que je devine en cette personne-là une capacité de faire une œuvre significative ou signifiante, enfin, quel que soit le terme, ça veut dire qu'on va avoir à travailler ensemble pendant quelques années, avec moi ou avec d'autres de mon équipe. C'est pas une machine que je vais rencontrer. C'est une personne physique avec qui je suis censée avoir des rapports professionnels. Humains, des rapports humains. Exactement. De complicité humain. Aussi. Des rapports humains, voilà. Écoutez, je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à cette conversation à bâton rompu. Voilà, bienvenue. Merci. Merci. Merci beaucoup.